Quels sont les objectifs d'une politique de rémunération? La politique de rémunération vise à rétribuer le personnel pour sa contribution à l'activité en contrepartie du travail et du temps fourni, vise également à impliquer et à motiver le salarié, vise à le fidéliser, vise à attirer de nouveaux talents et compétences dans une optique de développement. Quelles sont les contraintes d'une politique de rémunération? Chaque organisation définit sa politique de rémunération en tenant compte de différentes contraintes. Tout d'abord, les contraintes juridiques. La politique de rémunération doit respecter la législation sociale, salaire minimum, les statuts pour les associations et les conventions collectives. D'autres contraintes sont des contraintes économiques. En effet, la politique de rémunération doit maîtriser sa masse salariale, voire de la réduire dans le cadre d'une stratégie de domination par les coûts. Il existe également des contraintes sociales. En effet, la politique de rémunération doit permettre d'être concurrentielle sur le marché de l'emploi, c'est ce qu'on appelle l'équité externe, doit permettre de fixer les salaires correspondant précisément à la fonction occupée et de rémunérer de façon équitable les salariés, c'est ce qu'on appelle l'équité interne, pour maintenir la cohésion sociale et éviter les sentiments d'injustice. Quels sont les éléments qui composent la rémunération? La rémunération globale d'un salarié est composée de plusieurs éléments. Le salaire fixe, salaire de base qui est calculé au temps, au rendement ou au forfait, prime d'ancienneté, prime conventionnelle, 13e mois. Le salaire variable, prime individuelle et ou collective sur objectif, bonus, commission. La rémunération différée, c'est la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'intéressement aux résultats, le plan d'épargne d'entreprise, les stocks options, les retraites supplémentaires. La rémunération non financière, ce sont les avantages en nature, comme une voiture de fonction, un ordinateur portable, chèque repas, qui sont considérés comme une rémunération et sont soumis à l'impôt. Quels sont les inconvénients et les avantages d'une rémunération variable? Selon la stratégie managériale, la politique de rémunération peut encourager la performance individuelle, individualisation des rémunérations, prime au mérite, et ou encourager la performance collective des salariés, prime collective, participation, intéressement. Quels sont les avantages d'une rémunération variable? Une rémunération variable est une source de flexibilité pour l'entreprise car elle permet de faire évoluer les salaires en fonction de l'activité. Si elle est bien utilisée, elle peut être également source de motivation, à condition que les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre soient clairement définis. En effet, une politique de rémunération insuffisamment réfléchie peut être source de démotivation. Effectivement, la variabilité des salaires, qu'elle soit individuelle ou collective, à partir de critères qualitatifs comme la satisfaction des clients, est difficile à mettre en place de manière objective, ce qui peut engendrer un sentiment d'injustice. De plus, il est permis de craindre que la variabilité des salaires puisse déboucher sur une compétition entre individus préjudiciable à la cohésion de l'entreprise, ce qui nuit aux tâches d'intérêt collectif et s'oppose au management participatif. Hormis le salaire, quels sont les autres leviers de motivation? Une politique de rémunération attractive n'est pas le seul moyen de fidéliser et de motiver les ressources humaines. D'autres facteurs entrent. La première source de qualité de vie au travail, c'est le sens de mon travail. Et derrière cela, l'utilité de mon travail, ce pourquoi je me lève tous les jours. La seconde est le contenu de mon travail, l'autonomie avec laquelle je peux effectuer certaines tâches et les perspectives d'avenir de ce travail. La troisième source est la clarté et la complémentarité des rôles de chacun des membres de mon équipe. On ne se marche pas sur les pieds, on sait comment son rôle ou celui de son collègue permet d'atteindre l'objectif commun. La quatrième est la reconnaissance. Reconnaissance individuelle, mais aussi reconnaissance collective. La cinquième source est ce qu'on appelle habituellement l'ambiance au travail, le plaisir que j'ai à retrouver mes collègues, le soutien, l'entraide, la confiance, le respect, la convivialité qui règne entre nous. La sixième concerne mes conditions et mon cadre de travail. La septième source concerne la clarté des process de fonctionnement, comment l'information circule, comment sont prises les décisions, comment s'organisent les réunions. La huitième, qui se développe de plus en plus, notamment au sein de la génération Y, est l'équilibre de vie que je peux percevoir entre mon univers personnel et professionnel. Est-ce que quand je rentre chez moi, j'ai encore l'envie et l'énergie de faire d'autres choses, ou est-ce que je suis tellement fatiguée que je m'effondre sur mon canapé? Et enfin, la dernière source de motivation est la fierté d'appartenir à mon entreprise, à mon équipe. Effectivement, un facteur de motivation important est le besoin d'appartenance à une culture d'entreprise dont on est fier, qui véhicule des valeurs identitaires partagées et assure la cohésion des salariés. La culture permet d'identifier et de distinguer l'organisation autour de valeurs identitaires.
La culture d'entreprise fédère, oriente les comportements, implique et motive les salariés et renforce le sentiment d'appartenance à un groupe autour de valeurs partagées. La culture d'entreprise comprend une tradition, une histoire, un vocabulaire, des principes, des croyances ou des symboles. Cependant, certaines pratiques managériales peuvent occasionner de la souffrance au travail. Quelles pratiques managériales provoquent le stress au travail, c'est-à-dire quelles sont les causes qui provoquent le stress au travail? Plusieurs pratiques de management peuvent être à l'origine de ce phénomène. Course à la productivité, pression sur les résultats et des objectifs à atteindre, surveillance, peur de perdre son emploi. Quelles sont les conséquences du stress au travail? Pour le salarié, stress, mal-être, douleur physique, perte de sommeil. Quelles sont les conséquences du stress au travail pour l'entreprise? Le salarié se sent moins motivé et impliqué et au final contribue moins à la performance de l'organisation, constatée par un absentéisme, démission, turnover important, mauvaise image de marque de l'entreprise, difficulté de recruter, non-qualité de travail. Y a-t-il un lien entre performance économique et performance sociale? Certaines entreprises ou certains managers ont encore du mal à relier la performance économique et performance sociale. Pourtant, les deux notions ne peuvent être séparées et sont deux notions étroitement liées. Une mauvaise performance sociale, souffrance au travail, dégrade l'ambiance de travail, ternit l'image de marque et entraîne des coûts supplémentaires, qui mettent en péril la survie de l'organisation. Inversement, une bonne performance sociale est un facteur de développement de l'organisation car elle décuple le potentiel des salariés. L'organisation récolte le fruit de leur contribution active pour améliorer la performance économique de l'organisation.